Aujourd'hui, dans Petit meurtre entre riches, il est américain, elle est russe. Elle était incroyablement belle. Cet as de l'informatique a-t-il épousé une espionne? Nina volait peut-être ses secrets. Et ensuite, Retourne dans la voiture. des enfants courageux Deux petits garçons couverts de sang. se demandent qui a tué leur maman. La seule chose qui l'intéressait, tourne, c'était l'argent. Et rien que ça. Je m'appelle Christopher Mason. Qui ne rêverait de vivre dans le luxe et l'opulence? Bien que privilégiés, les riches en veulent souvent toujours plus. La tentation est toujours présente dans ces grandes maisons où règne parfois un ménage à trois particulièrement vicieux. Sexe, argent et meurtre. Un samedi soir sur les collines derrière Oakland, en Californie. Hélène Dorren tente désespérément de joindre sa meilleure amie, Nina Reiser. Elle a appelé. Personne ne répondait. Nina, je suis très inquiète. Elle avait rendez-vous avec Hélène à 6 heures pour aller dîner le soir du 3 septembre. Hélène connaît suffisamment Nina pour savoir que quelque chose ne va pas. Nina n'est jamais venue retrouver son amie. Nina est une mère de famille typique d'Oakland, à une seule différence près. Nina a grandi en Russie. Elle était bien éduquée. Elle était médecin gynécologue. La beauté de Nina était flagrante. Elle attirait les gens avec sa personnalité et son physique. Sa disparition émeut Henry Lee, un journaliste du San Francisco Chronicle. Je me suis intéressé à cette histoire dès le début, dès que les premiers bulletins d'information annonçant sa disparition ont été diffusés. J'ai tout de suite su que c'était bizarre. Nina, 31 ans, est séparée de son mari Hans Reiser, 43 ans. Le jour de sa disparition, elle allait déposer ses deux enfants chez leur père après les avoir gardés. Une caméra de surveillance filme Nina en train de faire ses courses dans un supermarché de Berkeley. Ensuite, Nina devait emmener les enfants dans la maison de Hans à Oakland Hills. C'est un samedi comme les autres pour un bon nombre de familles éclatées américaines. Son fils de 7 ans, Rory, se souviendra plus tard d'avoir dit au revoir de la main à sa mère ce jour-là. À plus tard, les enfants. Au revoir, maman. Au revoir. Je vous aime. Rory nous dira plus tard que Nina a été vue pour la dernière fois en haut des escaliers, s'éloignant de la maison. Rory ne reverra plus jamais sa mère. Nina a complètement disparu de la surface de la Terre. Née à Saint-Pétersbourg en Russie, Nina Reiser ne pensait pas habiter un jour la banlieue d'Oakland. Cependant, elle épouse l'un des participants de la grande ruée vers l'or du XXIe siècle, la technologie informatique. Un domaine qui aura rapporté 59 milliards de dollars à Bill Gates et 17 à Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Le mari de Nina Reiser, Hans, n'aspirait qu'à rejoindre les rangs de ces célèbres rois du logiciel. Hans était extrêmement intelligent. Adolescent, il s'est rendu à l'université de Berkeley et c'est là qu'il a décidé de faire carrière dans l'informatique. Il a monté sa boîte et a mis au point un système de classement auquel il a donné son nom, Reiser FS. Il était assez évident que c'était un homme brillant, mais il était aussi très excentrique et c'était un mordu d'ordinateur. Un as en informatique. Il était bien parti pour gagner beaucoup d'argent. En 1999, les affaires de Hans sont florissantes, mais dans sa vie privée, les choses ne sont pas au beau fixe. Il s'y connaissait en ordinateur, mais sur le plan social, il était plutôt mal à l'aise. Il ne savait pas comment parler aux gens. Où un génie de l'informatique un peu coincé peut-il trouver une belle femme à aimer? La même où il recrute la plupart de sa main-d'œuvre, en Russie.
Quand il était en Russie, il sortait avec des jeunes femmes qu'il avait parfois trouvées sur des catalogues. C'est au cours de l'un de ses rendez-vous galants qu'il tombe amoureux d'une interprète, Nina. C'est une femme intelligente, belle, au charme exotique. Son père et sa mère étaient tous deux médecins et ils appartenaient à la classe moyenne aisée russe. Elle ne faisait donc pas partie de ces jeunes femmes désespérées, prêtes à tout pour fuir une situation horrible. Nina est médecin elle aussi, et elle aimerait bien pratiquer aux États-Unis. Tombe-t-elle réellement amoureuse de Hans ou profite-t-elle de la situation? Il est assez difficile de comprendre ce qui a séduit Nina chez Hans, mais il était américain et apparemment il se débrouillait assez bien en affaires. Plusieurs personnes pensaient que c'était une femme intéressée, ayant trouvé un moyen d'entrer aux États-Unis. Le père de Hans Reiser craint quant à lui que ses motivations ne soient plus graves. Hans a de gros investisseurs, y compris le département de la défense des États-Unis. Sa nouvelle femme avait-elle d'autres intentions? Je veux la rouge. Il pensait que Nina lui volait peut-être ses secrets. Tu veux la orange? En 2004, Hans et Nina ont 2 enfants et un mariage qui va à volo. Est-ce qu'on peut se baigner alors? Hans ne voulait pas que sa femme exerce son métier. Il voulait qu'elle reste à la maison, qu'elle ait plus d'enfants et qu'elle s'occupe de tout ce qui a trait à la maison, qu'elle soit une femme au foyer. Nina se voyait comme un oiseau dans une cage dorée, incapable de sortir, prise au piège par son mari qui lui imposait ce qu'elle pouvait faire ou ne pas faire. Hans part très souvent en voyage d'affaires en Russie. Il s'est arrangé pour que quelqu'un s'occupe de sa femme en son absence. Il a demandé à son meilleur ami de veiller sur sa femme, de prendre soin d'elle et de faire en sorte que rien ne lui arrive. Et ça a été le début de la fin. Un cauchemar attend Hans à son retour de Russie. C'était mon meilleur ami. Tu n'étais jamais là. Que croyais-tu qu'il allait arriver? Sa femme et son meilleur ami sont devenus amants. Une querelle s'ensuit et Nina demande le divorce. Ce ne sera pas une séparation à l'amiable. T'es même pas reconnaissante. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Hans combattait Nina pied à pied sur tous les aspects du divorce et notamment sur ce qu'il y avait de mieux pour les enfants. J'ai toujours été un père aimant pour ses enfants. Tu ignores ce que l'amour veut dire. Et pour Hans, ce qui compte le plus, c'est d'élever son fils Rory. Nina ne voulait pas que Rory joue à des jeux vidéo violents, alors que Hans l'encourageait. Il pensait que Rory était comme lui, parfait. Il voulait qu'il ait les meilleurs médecins, les meilleurs professeurs, les meilleurs experts dans tous les domaines. Lorsque Nina disparaît le 3 septembre 2006, la police ne tarde pas à se présenter à la porte de son ex-mari. La police avait très envie de parler à Hans pour savoir où Nina se trouvait. Il était sans doute le dernier à l'avoir vue et il pouvait avoir des informations importantes. Lorsqu'il apprend la disparition de la mère de ses enfants, il dit à la police « Voyez mon avocat ». Il refusait de répondre aux questions de la police. Il était assez évident que Hans ne souhaitait pas coopérer avec la police et ça, dès le début. Avait-il quelque chose à cacher? Ou était-il victime d'une machination? Nina était en vie et bien portante. Tout ceci faisait partie d'une conspiration contre lui pour l'accuser de meurtre et lui permettre d'obtenir la garde exclusive des enfants en Russie. Adultère, divorce, garde des enfants, argent, jalousie et colère. Voilà un terreau fertile pour un meurtre. Nina a complètement disparu de la surface de la Terre. Lorsque Nina disparaît d'Auckland en 2006, la police craint le pire. Elle n'était pas du genre à partir comme ça. Elle était ambitieuse, elle avait un nouveau travail et elle rentrait d'un supermarché où elle avait fait ses courses. Elle a été vue pour la dernière fois par son ex-mari et ses enfants un samedi après-midi, le week-end de la fête du travail.
Le dernier endroit connu où elle était est la maison de Hans vers 14h15, 14h30. 6 jours plus tard, sa voiture est retrouvée abandonnée à 3 km de là. Toutes les courses qu'elle avait faites ce jour-là étaient en train de pourrir dans le coffre. Son sac était là, son argent, son portefeuille, ses cartes de crédit. Et son téléphone portable. La batterie avait disparu. Personne ne prend un portable sans batterie dans sa voiture. Sans batterie, un téléphone ne peut pas être localisé. La police se tourne vers son suspect numéro 1, Hans Reiser, l'ex-mari. Hans refuse de parler à la police. Il semble redouter qu'un prédateur bien plus gros ne soit sur ses traces. Lorsque vous mélangez contrat avec la défense et relation avec la Russie, vous obtenez une intrigue digne d'un film d'espionnage en pleine guerre froide. Et Hans Reiser se comporte comme s'il en détenait le premier rôle. Il faisait de la contre-surveillance. Il conduisait à 15 km/h sur l'autoroute, il faisait demi-tour sans crier gare. Il éteignait son téléphone portable et se passait le téléphone pendant plusieurs jours. J'ai été obligé de lui courir après dans une rue d'Auckland. Je voulais juste lui poser une question. Au lieu de me répondre pas de commentaire ou de refuser poliment en disant non merci, il s'est mis à courir comme un dératé. Son comportement était trop bizarre. Ça ne collait pas. Mais la police d'Auckland n'a pas d'autre piste. Enquêter quand on n'a pas de corps est très difficile. La police se demande entre autres où est passée la voiture de Reiser. Il conduit la voiture de sa mère depuis le jour de la disparition de Nina. 2 semaines après le début de l'enquête, sa voiture est retrouvée dans une rue des bas quartiers d'Auckland. Le siège passager avant manquait. Les tapis étaient complètement trempés comme si quelqu'un avait rempli la voiture d'eau. C'était vraiment très suspect. Hans avait chaque fois des excuses bizarres. Il nous a dit « Je trouvais que la voiture sentait le lait caillé à cause des enfants et j'ai décidé de la laver pour la nettoyer. J'ai retiré le siège avant parce que je dormais dans la voiture et comme j'ai des problèmes de dos, c'était plus confortable comme ça. » Il y a cependant une chose que Hans a plus de mal à justifier. Il y avait 2 livres à l'intérieur. Des livres sur les homicides et les meurtres. Rien à voir avec des livres expliquant comment retrouver sa femme ou retrouver une personne disparue. La police décide de fouiller son domicile. Les enquêteurs ont trouvé du sang dans la maison de Hans Reiser qui pourrait appartenir à Nina Reiser. Ils ont également découvert 2 livres dans sa voiture. Ils ont vu une tache de sang à 1 mètre environ de la porte d'entrée. Les résultats ADN ont montré qu'il s'agissait de l'ADN de Nina et de Hans. Même sans preuve irréfutable, tous les indices pointaient dans sa direction et n'accusaient que lui. Le procureur d'Auckland, Paul Ora, pense qu'il a de quoi engager un procès. Même s'il n'y a pas de corps, pas d'armes et pas de témoins. J'étais convaincu qu'Hans était le meurtrier. Le problème était de savoir si j'en convaincrais d'autres. Après l'arrestation de Hans, ses enfants sont envoyés chez leur grand-mère en Russie. Au procès, Hans prétendra que Nina va bien et qu'elle a tout prévu. À la barre, il a suggéré que Nina était en vie et bien portante et qu'elle avait fait en sorte qu'il passe pour son meurtrier. Il prétend que Nina est de retour à Saint-Pétersbourg, où elle fête son passeport américain et la garde de ses enfants. Un crime parfait. Lorsque le procès a commencé, Nina et les enfants n'étaient plus là et c'était une possibilité à considérer. Elle était peut-être en Russie avec ses enfants et sa famille et tout allait bien. Mais le procureur a enregistré une conversation accablante pour Hans Reiser.
Hans a appelé sa mère environ 2 semaines après la disparition de Nina. Au téléphone, il dénigre Nina et explique à sa mère à quel point sa femme est horrible. Elle me maltraitait. Et elle essayait de m'avoir par tous les moyens. J'ai dit au juré, il nous raconte pourquoi il a tué Nina. C'est ce qu'il est en train de faire au téléphone. Il essaie d'expliquer à sa mère pourquoi tuer Nina était justifié. Un témoin surprise revient de Russie. Le fils de Hans, Rory. Ce qu'il montre à la cour choque tout le monde. C'est un dessin qu'il a fait peu de temps après la disparition de sa mère. On y voit son père en train de tirer un gros sac au sous-sol. Est-ce la dernière image de sa mère? Hans Reiser a le dos au mur. Hans demanda à témoigner contre l'avis de ses avocats. Il a témoigné pendant 11 jours et tout ce qui sortait de sa bouche n'était qu'arrogance et orgueil. Il a sous-estimé la capacité des jurés à voir la vérité. Et il a également sous-estimé la force des preuves contre lui. En fait, il a aidé le jury à le condamner. Nous, membres du jury, déclarons l'accusé Hans Reiser coupable de meurtre. Et le 28 avril 2008, Hans Reiser est déclaré coupable de meurtre au premier degré. En Californie, la sentence peut aller de 25 ans de prison à la prison à vie. Cela donne de quoi réfléchir à Hans. Avant sa condamnation en juillet, j'ai passé un accord avec lui parce que la famille de Nina souhaitait récupérer son corps. J'ai accepté de transformer sa condamnation pour meurtre au premier degré en une condamnation pour meurtre au deuxième degré. En échange, il devait me montrer où se trouvait le corps de Nina et renoncer à ses droits de faire appel. Il a finalement admis avoir tué Nina. Menotté à son avocat, Hans emmène la police sur les collines d'Oakland, à environ 1 kilomètre de chez lui. La police avait pris des pelles et a commencé à creuser. Ils ont découvert un sac de couchage enfoui dans un trou. Ils ont exhumé le sac de couchage et découvert le corps de Nina à l'intérieur. Le corps de Nina est dans un sac, comme dans le dessin de son fils Rory. Pour honorer les termes du marché, Hans Reiser raconte ce qui s'est réellement passé ce week-end de la fête du travail 2006. Il a dit que Nina était effectivement entrée dans la maison. Ils ont commencé à parler de leur séparation. Tout ce que t'aimes, c'est te faire remarquer. C'en est trop! Je prends les enfants! Tu peux toujours rêver. Les 2 enfants sont descendus. T'es fou ou quoi? Hans et Nina se querellent pour la dernière fois. La dispute s'est envenimée. Nina l'a regardé d'une certaine façon ou a souri d'une façon qu'Hans n'a pas aimé et il l'a frappé puis étranglé. C'était un acte intentionnel, commis de sang-froid, et d'autant plus choquant que les enfants étaient en bas. Avec l'efficacité qui le caractérise, Hans se met au travail et attend la nuit pour accomplir sa basse besogne. Il a tout simplement mis le corps de sa femme dans un sac de couchage, est allé le jeter dans un trou et l'a recouvert. Il est ensuite rentré chez lui et a fait comme si de rien n'était. Je suis convaincu que le corps de Nina n'aurait jamais été retrouvé s'il ne nous avait pas montré où il était. C'était un endroit éloigné de tout. Il n'y avait que des buissons et elle était enfouie tellement profondément qu'elle n'aurait jamais été retrouvée. Même une fois sa culpabilité clairement établie, Hans essaie encore de trouver un moyen de s'en sortir en avançant un mobile pour le meurtre. Il affirme que Nina souffrait d'une maladie psychologique qui la poussait à maltraiter les enfants. À la fin, il justifiait la mort de Nina en disant qu'il avait tué une femme dangereuse pour ses enfants. Mais Hans Reiser n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Il va passer 15 ans en prison.
Et à moins de montrer des remords, il n'est pas prêt d'être libéré. Pendant que Hans Reiser croupit dans une prison d'État de Pleasant Valley, la famille de Nina peut enfin ramener son corps à la maison. Nina, au lieu d'être enterrée dans un trou à Oakland Hills, a été ramenée en Russie. Sa dépouille est maintenant en Russie, là où vivent désormais ses enfants. Hans a tué sa femme, une mère aimante, une fille attentionnée, un médecin et une femme adorable. La plus grande tragédie dans cette affaire, ce sont les deux enfants qui se retrouvent maintenant orphelins et qui ne reverront plus leurs parents. Nous sommes en 1992, le dimanche soir du long week-end de Thanksgiving. Ils ont couru main dans la main à travers champs, vers une maison où ils avaient vu des lumières. Ils ont sonné à la porte de la maison. Un pasteur de banlieue reçoit une étrange visite nocturne. Deux petits garçons couverts de sang. Bonsoir les garçons, qu'est-ce qui se passe? Les petits garçons le conduisent dans un champ à proximité où est garé un 4x4. Lorsqu'il ouvre la porte, le corps d'une femme tombe. Il y avait beaucoup de sang, ce n'était pas beau à voir. C'était horrible. Il lui manquait la moitié du visage. En 1992, des passants se font tirer dessus dans les rues d'Atlanta tous les jours. C'est devenu la ville la plus dangereuse des États-Unis à cause du crack, un fléau qui empoisonne tout le pays. Mais aujourd'hui, la victime est différente. Il s'agit de Sarah Tokars, la femme d'un avocat réputé, Fred Tokars. Une mère de famille riche et belle, dont la mort choquera le cœur de cette ville indépendante. Cette affaire a attiré l'attention de toute l'agglomération d'Atlanta. Pour l'élite d'Atlanta, dans cette banlieue aisée de Marietta, ce meurtre est un choc. Sarah Tokars était l'une des leurs. Si elle n'était pas en sécurité, qui l'est? Les gens avaient peur pour leurs femmes, leurs enfants. Fred, le mari de Sarah, est un grand avocat évoluant dans des cercles influents. Je crois qu'une partie de golf s'impose. Je l'ai rencontré et je connaissais aussi sa réputation. Fred était connu pour être très intelligent. Il connaissait beaucoup de gens dans le monde juridique et politique d'Atlanta. C'était un fonceur. Fred travaille pour le bureau du procureur où il est très en vue. Il passe sa vie à enfermer des truands et Sarah le remarque. C'était un jeune avocat qui travaillait dur et qui était très productif. Je pense que Sarah était impressionnée par son réseau de connaissances. La famille de Fred faisait partie de la classe moyenne supérieure et Sarah venait d'une famille de médecins aisés. Ils étaient tous deux habitués à un certain train de vie. Regarde, prêt? Un avocat réputé, issu d'une famille riche, épousant la fille blonde et très belle d'un docteur. Une union considérée comme on ne peut plus réussie dans ce milieu. Vous avez envie de vous amuser? Ils se marient et ont 2 fils. Fred et Sarah incarnaient la famille parfaite. Le type de famille que l'on rencontre ici dans la banlieue d'Atlanta et le comté de Cobb. Ce genre de famille est également rarement éclaboussé par de sordides histoires de meurtre. Il y avait clairement quelque chose qui clochait. Quelques heures à peine après le meurtre, l'affaire est confiée au procureur du comté de Cobb, Tom Sharon. J'ai tout d'abord pensé que ce n'était pas le genre de quartier où se produisaient des homicides. Et ensuite, je trouvais surprenant qu'on ait tiré dans un véhicule devant 2 petits-enfants. Sur les lieux du meurtre, la police ne découvre que peu d'indices. Mais ils ont 2 témoins, âgés de 4 et 6 ans. Nous avons pu obtenir des renseignements de Ricky qui étaient incroyablement calmes compte tenu de ce qu'il venait de vivre. Il a pu nous donner des informations très détaillées quand il était assis dans l'ambulance alors qu'il avait sur lui du sang et des bouts de cervelle de sa mère.
Ricky Tokars, le petit garçon de 6 ans, raconte à la police l'histoire horrible de cette nuit où sa vie a basculé pour toujours. Sa mère venait tout juste de rentrer de Floride où elle avait passé Thanksgiving avec sa famille. Retourne dans la voiture. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Sarah et Ricky sont agressés par un homme que Ricky décrit comme étant un homme noir, portant une cagoule de ski, des vêtements noirs et ce qu'il appelle un pistolet de pirate. Son histoire donne sa première piste à la police. Lorsque Ricky nous a parlé d'un homme venant de l'intérieur de la maison, notre enquête s'est tournée vers la maison. S'agit-il d'une invasion de domicile? Y a-t-il eu cambriolage? Mais l'alarme a été désactivée et la porte arrière de la maison n'était pas fermée à clé. Les intrus n'ont eu qu'à entrer dans la maison. Lorsque les enquêteurs inspectent la maison, ils ne voient rien qui manque. Lorsque nous avons obtenu le rapport détaillé des enquêteurs ayant fouillé la maison, nous avons commencé à éliminer les scénarios de scènes de crime les plus improbables. Premièrement, cela ne pouvait pas être un cambriolage aléatoire, parce que les voleurs ne se seraient pas risqués à entrer dans la voiture de leur victime pour lui demander de conduire, car ils risquaient d'être identifiés et arrêtés. Deuxièmement, quelle que soit la personne présente dans la maison, soit elle n'a pas eu le temps de voler quelque chose, soit, et c'est plus probable, elle n'était pas venue pour voler. La mort de Sarah ressemble de moins en moins à un cambriolage qui se serait mal terminé, et de plus en plus à une exécution. Quelqu'un voulait la mort de Sarah Tokars. La question est de savoir qui voulait la mort d'une femme au foyer, mère de 2 enfants. Au moment où Sarah rend son dernier souffle, son mari est en voyage d'affaires en Alabama. Est-il la véritable cible de ces tueurs? En tant que procureur, il a mis à l'ombre de dangereux criminels. Les enquêteurs voulaient avoir une liste de gens qui pouvaient encore lui en vouloir. Retourne dans la voiture. Est-ce un plagiaire du film Cap Fear? Un ancien détenu qui se venge sur la famille du procureur. Le jeune Ricky Tokars a peut-être la réponse à cette question lorsqu'il raconte comment s'est passé le meurtre de sa mère. Ils ont descendu la rue pendant environ 2 ou 3 kilomètres. Sarah suppliait l'homme masqué de ne pas lui faire de mal, à elle et à ses enfants. Qu'elle serait ravie de le conduire où il voulait, mais qu'il les laisse tranquilles. L'homme ordonne à Sarah de tourner à droite. Tourne! Tourne! Sarah a refusé, nous a dit Ricky. Et le coup est parti. Lorsque son corps a touché le volant, le véhicule s'est déporté sur la gauche, a quitté la route et est entré dans un champ. Ricky a appris qu'il ne fallait jamais laisser une voiture avec un moteur en marche. Sa mère ne bouge pas. Il sait qu'il doit chercher de l'aide. Il est sorti, il a détaché son petit frère de 4 ans, l'a réveillé, et ils ont couru à travers champs, main dans la main. Il est trop tard pour Sarah. Est-elle la victime d'une agression fortuite ou la cible d'un meurtre de sang-froid? Tout ce que la police a, c'est le témoignage d'un petit garçon de 6 ans et aucun suspect en vue. Nous n'avions absolument personne vers qui pointer un doigt accusateur et que nous puissions interroger. Jusqu'à ce qu'un homme se présente et aide la mère de ces petits garçons à obtenir justice. Elle m'a dit, s'il m'arrive quoi que ce soit, promets-moi d'aller voir la police et de lui raconter tout ce que tu sais. Dans la banlieue nord d'Atlanta, les riches se complaisent dans l'illusion qu'ils sont à l'abri des crimes sordides qui se perpétuent dans certains quartiers de leur ville. Sarah Tokars, elle, a dû brusquement faire face à cette réalité. C'était un meurtre particulièrement atroce, à cause des circonstances qui ont entouré sa mort. Une mère attentionnée est tuée par balle devant ses 2 enfants. Retourne dans la voiture. La police n'a que le seul témoignage de son fils. C'était un homme noir,
avec un pistolet de pirate. Son sac et toutes ses affaires étaient dans la voiture, donc on savait que ce n'était pas un carjacking ou un vol. Même si ce meurtre ressemble à une exécution, la police est perplexe. Pourquoi Sarah? Sarah, elle, n'aurait pas été surprise. Elle craignait pour sa vie. Sarah Tokars m'a dit que si quelque chose lui arrivait, il fallait que j'aille voir la police avec les informations que j'aurais. Ralph Perdomo est un détective privé que Sarah avait engagé avant sa mort. Sarah est entrée, elle s'est assise et nous a dit qu'elle pensait que son mari la trompait et qu'il était impliqué dans d'autres activités. Nous avons pris l'affaire et sommes partis de là. Ce n'est pas un cas facile. Sarah a peur de son mari, et s'il termine dans un tribunal, il aura toutes les cartes en main. Sarah se disait qu'avec ses relations avec les policiers et ses relations avec les avocats, il pouvait lui prendre ses enfants. Et c'est ce qui lui faisait peur. Elle cherchait un moyen de sauver ses enfants. Elle ne voulait pas les perdre. Fred la menaçait et il lui faisait peur. Elle avait très peur pour sa vie. Elle conseille à Ralph Perdomo de rester sur ses gardes. Elle m'a dit qu'il avait la protection de la police. Partout où il allait, la police veillait sur lui et on aurait beaucoup de mal à récolter des preuves. Je lui ai dit, nous allons quand même essayer et on verra bien ce qui se passera. Lorsque Sarah tombe amoureuse de lui, Fred est un jeune procureur idéaliste. Mais les temps ont changé. Il faut qu'on parle. Fred a une nouvelle passion plus importante à ses yeux que la justice. Je ne peux rien dire pour le moment. Fred avait besoin d'argent. Il aimait la belle vie. Il aimait dépenser. L'un de ses associés m'a dit qu'il vénérait l'argent, que la seule chose qui l'intéressait, c'était l'argent et rien d'autre. On devrait avoir un retour sur investissement 2 fois plus vite alors. Il estimait ne pas gagner assez en tant que procureur. On se voit dans 2 heures. Fred décide de changer de camp et devient avocat de la défense, avec des clients issus des quartiers difficiles de la ville. Il était dans le secteur privé et il représentait des trafiquants de drogue qui avaient plein d'argent. Avec les gens de la nuit venait également le monde des boîtes de nuit. Fred devient l'avocat miracle de la pègre. Le gars à aller voir lorsqu'on a besoin d'un avocat créatif. Fred se voit même attribuer un surnom qu'il adore. L'homme. Il adore ça. Je suis sûr que le club sera un succès. Il le sera grâce à toi. Il roulait en limousine, il jetait l'argent par les fenêtres. Il dépensait sans compter. Il avait des comptes offshore aux Caraïbes. Il fréquentait beaucoup ces boîtes de nuit où l'argent de la drogue était blanchi. C'était un client régulier des clubs de striptease et des autres divertissements proposés aux adultes dans les bas quartiers. Changement de plan. Je dois aller à une réunion. Bonne journée. Ce n'est pas le genre de mariage auquel Sarah Tokars s'attendait. Après la naissance de leur second fils, Fred est devenu de plus en plus distant avec sa famille. Si ça me regarde, tu devais passer du temps avec les enfants aujourd'hui. Le soir, il n'était jamais à la maison pour le repas. Le week-end, il avait toujours des affaires à régler loin de la maison. Ils s'en remettront. Fred ne tenait manifestement pas à poursuivre cette vie d'homme marié avec Sarah et ses 2 garçons. Sarah soupçonne son mari de lui être infidèle. Elle charge le détective privé de vérifier. Il traînait avec des gens qu'il n'aurait jamais dû fréquenter. Et Sarah a eu la confirmation qu'il la trompait par le détective privé qu'elle avait engagé. Des prostituées dans la limousine, des liaisons avec des stripteaseuses, le pire cauchemar d'une femme mariée. Toutes ces découvertes l'ont poussé à vouloir divorcer de Fred. Mais Sarah est paralysée par la peur.
Elle était réellement convaincue que Fred connaissait suffisamment de gens influents pour la laisser sans enfant et sans argent. Elle rechignait donc à aller de l'avant. Sarah a besoin d'une contre-proposition sérieuse pour se mesurer à un homme tel que Fred. Son mari a beaucoup de secrets. Certains sont gardés enfermés dans son coffre-fort et Sarah en connaît la combinaison. Elle a commencé à assembler des informations sur des comptes offshore qu'il aurait ouverts dans les Caraïbes, dans les îles Caïcos. Elle détient la preuve qu'il est impliqué dans le blanchiment d'argent à grande échelle. Je lui ai dit, faites-en 2 photocopies, donnez-en une à votre avocat et la deuxième à un ami, et remettez tout en place avant son retour. Maintenant, Sarah a de quoi forcer Fred à divorcer en lui laissant la garde des enfants. C'était une liaison sans importance. Elle interroge son mari. On divorce. Voilà où ils en étaient en novembre 1992 quand le meurtre a eu lieu. Elle avait informé Fred qu'elle voulait divorcer et qu'elle détenait des informations sur lui. Fais bien attention, Sarah. Les révélations du détective privé font de Fred le suspect principal dans la mort de sa femme. Mais Fred était dans un autre état au moment du meurtre. La police doit découvrir qui il a engagé. Et une femme à Atlanta connaît la réponse. J'écoute. Je voudrais dénoncer un meurtre. Tuesday Rower est venue raconter comment elle a aidé le meurtrier à nettoyer le sang sur ses chaussures. Dans une banlieue aisée d'Atlanta, en Géorgie, les riches sont touchés par le meurtre de l'une d'entre eux. Une mère de 2 enfants, la séduisante Sarah Tokars. Les journalistes assiégeaient le commissariat de police et nous avions des conférences de presse tous les jours. Une récompense de 25 000 $ est offerte en échange d'informations conduisant à l'arrestation du meurtrier de Sarah. Et dans les quartiers pauvres à l'extrémité de la ville, Tuesday Rower connaît ce meurtrier. Je voudrais dénoncer un meurtre. Il s'agit de son frère Curtis, un drogué accro au crack. Avec l'aide du commissariat de police d'Atlanta, nous avons découvert où il habitait. Nous nous sommes rendus sur les lieux et nous l'avons arrêté. Il s'avère que Curtis s'est vanté de son travail dans son quartier. Quand la police vient frapper à sa porte, il se cache sous le lit. Désespéré et nerveux, il sait pourquoi ils sont là. Et il est terrifié. Un homme noir qui tue une femme blanche riche en Géorgie s'expose à de sérieux ennuis. Curtis Rower, le tueur à gages, avoue immédiatement. Oui, je suis celui qui les a kidnappés. Je suis celui qui tenait le pistolet. Ils sont tout petits. Mais il prétend que le coup est parti par accident. Un chaos sur la route. La première question qui nous vient alors à l'esprit, c'est « Si vous ne souhaitiez pas la tuer, que faisiez-vous là ?» Et c'est à ce moment-là que nous avons appris que Curtis avait été engagé pour la tuer, qu'il allait recevoir 5 000 $. Ferme-la. Quand on pense qu'avec 5 000 $, on peut engager quelqu'un pour tuer une femme en présence de ses 2 enfants, mais le pire, c'est qu'il l'aurait probablement fait pour 500 $, juste pour pouvoir se payer sa drogue. Curtis n'est pas un véritable tueur à gages. C'est un drogué prêt à tout pour de l'argent. Et maintenant, il risque la peine capitale. Curtis ne met pas longtemps à lâcher le nom de la personne qui l'a payé. Un homme appelé Eddie Lawrence. Il devait avoir 26 ou 27 ans à l'époque. Il avait un style très épuré. C'était un homme éloquent. Tu peux aller 2 fois plus vite, là. Il avait une affaire de rénovation immobilière. Eddie Lawrence est un homme d'affaires jeune et ambitieux qui aime se donner de grands airs. La police s'empresse d'arrêter Eddie Lawrence. Eddie a des relations à l'autre bout de la ville. Son associé dans son entreprise de construction n'est autre que Fred Tokars. C'était un plaisir comme d'habitude. Tuesday, la sœur de Curtis Rower, est la secrétaire d'Eddie.
Les enquêteurs ont à présent un lien direct entre Fred et l'homme qui a tué sa femme. Fred est en visite dans la famille de Sarah quand il reçoit un appel. Fred prend le téléphone. Ici le capitaine Dior de la police du comté de Cobb. Oui, monsieur. Le capitaine Dior lui a dit « Fred, j'ai de grandes nouvelles. Sachez que nous avons procédé à l'arrestation de 2 suspects dans le meurtre de votre femme. Très bien. L'un d'entre eux est votre associé, Eddie Lawrence. » Silence à l'autre bout de la ligne. Fred finit par dire « D'accord. » Le lendemain, la famille de Sarah ne parvient pas à joindre Fred. Elle se précipite à son hôtel. Ils ont demandé au gérant de l'hôtel d'ouvrir la porte de sa chambre. Il gisait inconscient sur le lit. Il avait laissé une note d'adieu où il expliquait qu'il était harassé par la presse, que personne ne le croyait et qu'il devait en finir avec cette vie. Fred a pris une dose mortelle de pilules. Mais il ne meurt pas. Le père de Sarah, médecin, lui sauve la vie. Lorsqu'on m'a appelé pour me dire que Fred Tokars était à l'hôpital, car il avait essayé de se suicider juste après l'arrestation d'Eddie Lawrence et de Curtis Rower, on s'est dit, c'est bon, on tient notre homme. Fred Tokars ne voit pas les choses sous cet angle. Je nie catégoriquement toute implication dans le meurtre de ma femme. Il a organisé une conférence de presse après son overdose, où il a prétendu souffrir de la mort de sa femme. Le meurtre de ma femme Sarah est l'événement le plus tragique qui me soit arrivé dans ma vie. Et de la vie en général. Je suis devenu dépressif. Je me suis mis à penser à la vie que j'avais perdue. Je n'ai pas seulement perdu ma femme, mais aussi notre style de vie. Le père de Sarah est convaincu que Fred ment. Il pressent sa culpabilité et il va le tester. Le père de Sarah Tokars était un homme particulièrement vif malgré son âge. Il pressait Fred de questions embarrassantes. Fred, qui savait que la porte était ouverte? La baie vitrée à l'arrière de la maison. Qui savait que Sarah revenait de Floride à cette heure-là? En avais-tu parlé à quelqu'un? Qui avait intérêt à faire du mal à Sarah? Pourquoi? Qui savait que Sarah et les enfants rentreraient seuls à la maison à cette heure-là? Qui avait pu donner le renseignement au tueur? Une seule personne, Fred Tokars. Au fur et à mesure que l'interrogatoire continue, Fred se retranche dans le mutisme. À en croire sa famille, il a commencé à se renfermer sur lui-même, à fuir sa famille et la police. On pouvait voir la transformation de sa famille, qui a commencé par le soutenir, puis qui s'est mise à poser de plus en plus de questions. 8 mois plus tard, Eddie Lawrence craque. Quand ils ont vu qu'on avait monté tout un dossier sur lui et qu'on allait demander la peine de mort, il a décidé de coopérer. Il nous a tout raconté. Eddie devait 70 000 $ à Fred Tokars. Eddie, S'il lui trouvait quelqu'un pour tuer sa femme, Fred annulait la dette. il faut qu'on parle. Eddie sait que Fred blanchit l'argent de la drogue vendue à Atlanta. En 1993, Fred Tokars est reconnu coupable de racket et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération sur parole. Mais l'État de Géorgie tient à ce que Fred paie le prix fort. En 1997, le procès pour le meurtre de sa femme commence. Si un accusé méritait la peine de mort, c'était bien lui. D'accord, John. À bientôt. Mais Fred est un grand avocat. Il sait quelle stratégie adopter à son procès. Et il peut se payer des grosses pointures pour l'aider. Allô? Il avait une équipe de défense incroyable. Il devait avoir les meilleurs avocats de tout le pays. Une équipe qui lui a coûté très cher. Fred a toujours maintenu son innocence. Tout au long de son procès, il s'est fait passer pour quelqu'un de studieux et de courageux.
On aurait dit un étudiant. Ses avocats lui faisaient porter une chemise à col ouvert, avec un pull. Il portait des lunettes qui le faisaient ressembler à Harry Potter ou à un étudiant sérieux. Il a montré très peu d'émotion au cours du procès. Même quand le témoignage de son fils Ricky a été entendu, il est resté impassible. Alors que le témoignage de ce petit garçon, en train de pleurer, était très émouvant. Fred tente de prouver son innocence et le procureur doit, lui, faire face à de sérieux défis. Du point de vue du ministère public, c'était un cas difficile. Notre dossier reposait sur le témoignage de personnes connues pour être des menteurs, des fourbes et des criminels. Mais la pègre d'Atlanta lui fournit des témoignages convaincants. Il a retrouvé une prostituée que Fred avait emmenée un soir dans sa limousine. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'en débarrasser? Pendant le trajet en limousine, Elle en sait trop. il lui aurait dit qu'il n'aimait plus sa femme et qu'il avait besoin de s'en débarrasser. Je peux me renseigner? En mars 1997, plus de 4 ans après le meurtre de Sarah, Fred Tokar s'est reconnu coupable. Il échappe à la peine de mort, mais il est condamné à la prison à vie. La famille de Sarah a été très déçue que le jury n'ait pas imposé la peine de mort. Elle voulait la peine capitale. Une fois en prison, Fred Tokar est devenu témoin. Il fait maintenant partie du programme de protection fédérale des témoins. Son lieu de détention est gardé secret. Il n'y a pas d'être humain plus minable sur Terre. Il n'est même pas humain. C'était un individu extrêmement égoïste. Ce que Sarah prenait pour une saine motivation d'aller de l'avant n'était en fait que l'ambition de devenir riche et puissant. J'aurais aimé en faire plus pour elle. J'aurais sincèrement aimé en faire plus pour elle. Luxure, richesse et appétit de pouvoir peuvent être de dangereuses maîtresses. Mais parfois, la tentation est trop grande pour les riches. Pour punir sa femme de son infidélité, Hans Reiser la tue à main nue. Fred Tokar a fait exécuter la mère de ses enfants pour protéger sa vie sordide. Le sexe et l'argent les ont conduits sur le chemin de la tentation. Ils pensaient ne pouvoir s'en sortir qu'en commettant un meurtre. À bientôt dans Petit meurtre entre riches. C'était Christopher Mason.